Bon, salut tout le monde, aujourd'hui on est de retour chez General Car Vintage pour parler aujourd'hui d'un véhicule un petit peu particulier. Je vous en avais déjà teasé il y a quelques semaines de ça. Alors je garde un petit peu le secret dans cette introduction parce qu'aujourd'hui on va parler d'un véhicule français haut de gamme des années 90, à caractère plutôt sportif puisqu'il était équipé d'un moteur 2 litres turbo de 205 chevaux, une transmission intégrale 4x4 et ce véhicule il se trouve juste là et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Bon alors nous y voilà, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Le véhicule dont je vous ai parlé, c'est exactement celui-là. C'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, puisqu'il s'agit d'un monospace. Oui, je vais bien me dire monospace des années 90, haut de gamme, sportif. Et je suis sûr que celui-là, vous ne l'avez jamais vu et c'est bien normal. Parce que si vous l'avez déjà vu une fois, c'était sur des brochures ou peut-être dans un article d'un magazine ou quelques rares personnes qui en ont parlé sur Internet. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir à ma disposition. Grâce à General Car Vintage, toujours. Donc ce véhicule des années 90, il est de la marque Obicar. Alors Obicar, ça vous cause peut-être un petit peu plus parce que c'était une société française qui, à la fin des années 80, voulait attaquer le marché haut de gamme grâce à un véhicule assez particulier, qui était la Obicar B612, en référence au Petit Prince, dont elle porte le logo d'ailleurs à l'avant. Et à cette époque, à la fin des années 80, Obicar voulait construire un véhicule amphibie, un peu la version moderne de l'Amphicar qui avait existé dans les années 60, c'est-à-dire un véhicule haut de gamme qui est capable d'aller sur route avec de bonnes performances, mais aussi d'aller sur l'eau. Donc au début des années 90, Obicar, qui ne voulait pas se contenter de ces véhicules hybrides, amphibies, etc. pour du marché haut de gamme, a voulu se lancer sur le marché du monospace d'affaires. Il faut savoir qu'au début des années 90, le seul monospace qu'on pouvait acheter en France, c'était le Renault Espace, et il y avait aussi le Chrysler Voyager qui avaient tous les deux initié ce marché qui était un peu de niche à la fin des années 80, mais qui commençait à se développer dans les années 90 et on ne savait pas encore à quel point ça allait marcher. Alors ce prototype de Obicar, il peut peut-être vous rappeler un autre prototype de chez Renault, qui est le premier prototype du Scénic, qui reprenait un peu cette forme monocore avec ces vitres découpées qui s'abaissaient dans les portes. Alors qui est-ce qui a eu l'inspiration sur l'autre? Je pense que Obicar s'est librement inspiré du monospace de chez Renault, puisque le monospace de chez Renault a été dessiné en 1991 et ceux-là ont été produits entre 92 et 94. Alors dans le monde, de ces véhicules-là, je crois qu'il en reste que 2. Il y en a eu, d'après les chiffres que j'ai trouvés, que 4 qui ont été fabriqués, une dizaine de kits qui auraient été produits mais pas montés. Et aujourd'hui, de tout ce que j'ai pu retrouver dans mes recherches, il reste celui-là en France et un autre qui est dans un musée aux États-Unis. Donc profitez-en bien parce que ce véhicule-là, vous ne le reverrez jamais sur une route. Alors on va aller faire un petit peu le tour de cette voiture, parce que comme vous pouvez le remarquer, elle est typique des années 90. C'est le style bio-design, tout en rondeur. Alors un style que j'appréciais pas forcément, mais que je trouve quand même plutôt réussi sur ce véhicule. Un véhicule assez rondouillard quand même, avec quelques idées avancées comme ces vitres en 2 parties qui étaient censées se baisser dans les portes. Alors ici on pourrait constater que c'est un prototype, donc on a juste dessiné cette ouverture de fenêtre qui n'est pas réelle en fait. Bon, on a quand même des jantes alu et surtout une grosse particularité de cette voiture, c'est son système d'ouverture de porte antagoniste et surtout des systèmes de porte antagonistes et sans montant à l'intérieur, ce qui permettait d'avoir un accès vraiment aisé à l'intérieur. Alors c'est un véhicule haut de gamme, donc on a des intérieurs, bon, il y a des petits détails forcément, vous voyez ici, là, c'est un prototype qui a plus de 30 ans, qui a été stocké. Donc c'est pas une version produite d'usine, donc forcément elle a des défauts depuis. Mais on peut se rendre compte quand même de la qualité de fabrication. On a forcément un intérieur biton noir et beige, avec des sièges en cuir bien enveloppants. Une moquette épaisse au sol. Le plafond est recouvert d'un ciel de toit en Alcantara. On retrouve des seuils de porte
en aluminium brossé avec le logo de la marque. Alors on retrouve un coffre raisonnablement conséquent hein, pour un monospace, donc avec des ancrages, peut-être pour rajouter des sièges à l'arrière, mais j'ai rien lu là-dessus a priori. Il était prévu qu'en 5 places, mais peut-être qu'il y avait moyen de le passer en 6. Peut-être avec, comme certains le faisaient, des sièges qui s'ajoutaient dans le coffre et qui faisaient dos à la route, donc face à la personne qui vous suivait. Un peu particulier, mais ça a existé. Et on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Alors peut-être que vous allez reconnaître, il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Opel. Donc on retrouve à l'intérieur un tableau de bord somme toute assez classique, hein, avec quand même quelques particularités. Comme ici, une préinstallation pour un téléphone de bord, puisqu'elle était pré-câblée pour recevoir un téléphone et un fax. On avait également un ordinateur de bord ici, qui permettait d'avoir différentes informations, comme vous pouvez le lire. Hein. On avait bien sûr la climatisation, on est sur un véhicule haut de gamme, puisque c'était un véhicule qui ne s'adressait pas aux familles, mais qui s'adressait plutôt aux hommes d'affaires un peu pressés, puisque sous le capot, on est équipé d'un moteur d'Opel Calibra 2 litres turbo de 205 chevaux, accouplé à une transmission 4 roues motrices. Et donc à l'intérieur, à l'arrière, on retrouve donc 3 places très confortables, sièges en cuir également, avec des sièges basculants indépendants, et surtout on notera, c'est la place importante au niveau des jambes, parce qu'avec mon 1m80, voilà, 1m80, et regardez l'espace que j'ai au genou, j'ai pas loin de 25-30 cm, alors que le siège devant est réglé pour moi également. Bon allez, on va essayer de faire démarrer la bête au booster. Voilà, ça démarre bien. Bon, il n'y a plus qu'à. Bon, allez, c'est parti. Fermeture de la porte. Ouh là là. La ceinture qui est dans la porte, forcément. Alors, ça va être un petit peu compliqué. Hein, on va pas s'attendre à faire parler les 200 chevaux aujourd'hui. Parce que c'est une voiture qui n'a pas roulé. Elle a 2899 km au compteur. La boîte, elle est un petit peu récalcitrante. Le frein, hop, il se fait sauter ici. On va juste aller faire un tour au rond-point dans la zone industrielle, parce que c'est un véhicule qui est prototype, hein, donc il n'est normalement pas homologué pour la route. On va aller voir ce que ça donne quand même. Voilà. Bon, on sent que c'est volontaire quand même, hein. Même si on va pas taper dedans, c'est un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps. On va juste aller au petit rond-point à côté, au bout de la zone industrielle. Bon, c'est un prototype, hein, c'est quand même assez bruyant pour un véhicule haut de gamme, mais forcément, c'était pas un modèle fini, hein, c'est un modèle qui avait été présenté à des investisseurs en espérant pouvoir en faire un modèle de série. Malheureusement, l'entreprise a manqué de capitaux un petit peu trop tôt, et le Hobbycar Passport, un modèle qui n'a jamais vu le jour. Bon, ça fesse un petit peu dans les virages. On lui en voudra pas, vu son âge. C'est un véhicule qui a plus de 30 ans. Hein. Là, je suis en 4. La 2, elle doit être là. Elle est là. Alors apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, il y a beaucoup d'éléments Opel. Hein, vous me direz si vous reconnaissez des morceaux de Opel, si vous avez été possesseur d'Opel, il y a sûrement pas mal de pièces. En tout cas, tout ce qui est sous la robe, le châssis, la transmission intégrale, le moteur, c'est du Opel, ça vient d'une Opel Calibra. Voilà, vous pourrez dire aujourd'hui que j'ai eu la chance de faire rouler un prototype qui ne se laisse pas faire. Bon, le rétroviseur, il est au bout de sa vie. Mais on sent qu'il ne faudrait pas grand chose quand même pour aller un petit peu se réveiller sur la route. Mais alors cette boîte, c'est juste une horreur. Je sais jamais en quelle vitesse je suis. Voilà. Alors la première, elle est là. Voilà. Bon, le tableau de bord,
C'est un vrai sapin de Noël, hein, forcément. Il y a tout qui s'allume, l'ABS, la transmission intégrale, etc. On va pas lui en demander plus, c'était juste histoire de dire voilà, aujourd'hui, j'ai fait rouler un prototype. On coupe le frein à main. En fait, c'est un frein à pied. Il est là. Et pendant qu'on est là, eh ben, on va en profiter pour parler un petit peu d'autres prototypes qui ont été étudiés dans la même veine. D'abord, on va parler du prototype de la Chapelle Parcours, qui était pareil, hein, un monospace haut de gamme, mais beaucoup plus long, plus sur le modèle du Renault Espace, puisque c'était prévu pour être en 3 rangées de banquettes. Donc en fait, il y a eu plusieurs prototypes, il y en a eu 3 exactement. Il y a eu donc un premier prototype de la Chapelle Parcours qui était équipé d'un moteur V12 Jaguar de 276 chevaux. Et ensuite, il y a eu 2 prototypes équipés d'un moteur V8 Mercedes de 326 chevaux. Donc un qui était équipé de 2 banquettes à l'arrière et qui avait été homologué pour la route et qui a priori a servi pour les cadres de la marque. Il faut savoir qu'à l'époque, de la Chapelle appartenait au même groupe que Venturi. Et donc les cadres de la marque qui voulaient aller essayer de vendre leur modèle, utiliser ce véhicule pour se déplacer. Et puis il y a eu un 3e prototype donc équipé toujours avec ce modèle, avec ce moteur Mercedes de 326 chevaux, un V8, et qui lui était équipé de 2 rangées de sièges qui étaient posées face à face, à la façon d'un petit bureau en fait, hein, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment du très haut de gamme, hein, donc ça s'adressait à des cadres supérieurs, à des chefs d'entreprise, etc. Et c'était pas du tout à vocation familiale. Et ensuite, il y a eu un 2e prototype de monospace sportif qui a été étudié par Berton. Alors là, c'était vraiment comme celui-là, hein, un pur prototype qui n'a jamais pris la route, mais qui était équipé d'un moteur V12 de Lamborghini de 455 chevaux, si je ne dis pas de bêtises, avec une dynamique d'ouverture des portes qui était complètement folle, puisque c'était tout l'avant du monospace qui se soulevait en 2 parties. Et ensuite, on retrouvait 5 sièges, donc 2 sièges à l'avant pour le conducteur et le passager avant, 2 sièges à l'arrière et un siège en plein milieu de la cabine. Allez savoir pourquoi, mais c'était dans le style. Et donc avec un moteur V12 Lamborghini Countach à l'arrière. Donc voilà, au tout début des années 90, on explorait encore les choses. Hein. On imaginait à partir des monospaces qui existaient, donc le Renault Espace et le Chrysler Voyager, qu'on pourrait faire des monospaces d'affaires pour les hommes riches. Mais on n'imaginait pas encore que dès le milieu des années 90, ça allait être une véritable déferlante de monospaces qui allait arriver sur le marché, hein, avec les Citroën Picasso, avec le Renault Scénic forcément, et toutes les marques en fait s'y sont mis derrière. On a été abreuvé de monospaces pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce que la mode passe. Hein, mais ici, on est dans l'exemple d'un échec français malheureusement. Mais là, bien sûr, on est sur un modèle qui était peut-être un petit peu trop ambitieux pour cette petite entreprise du 41, hein, qui a voulu se lancer sur un marché haut de gamme qui lui était inaccessible, puisqu'a priori, elle n'avait pas les moyens de ses ambitions. Bon voilà, hein. Écoutez, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose avec ce véhicule. Hein. C'est un véhicule que vous ne reverrez jamais sur la route. Hein. Déjà, aujourd'hui, il n'aurait pas dû y être. Hein. Bon, même si je suis resté dans une zone industrielle et qu'on a fait à peine quelques centaines de mètres. Hein. Mais c'est un véhicule qui est quasiment unique au monde, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Hein. Il n'en reste que 2, un dans un musée aux États-Unis et celui-ci aujourd'hui que j'ai eu la chance d'essayer sur la route. Hein. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. On pourra reparler aussi, si vous le voulez, dites-le moi dans les commentaires, du véhicule amphibie Obicar, le B612. Hein. Il y en a 2 modèles ici qui sont en cours de restauration également. Et puis, écoutez, en attendant, vous connaissez la manœuvre. Hein. Si le sujet vous a plu, abonnement, pouce en l'air. Mettez la cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve ici pour parler encore et toujours auto et aéro, bien sûr. Allez, tchuss!